Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors les méthodes que nous avons utilisées, que nous avons étudiées jusqu'ici, la théorie des perturbations, les méthodes de fonction de Green, les intégrales de chemin, tout ça permet de décrire en détail le comportement dynamique des différents processus jusqu'au calcul des sections efficaces différentielles ou autres valeurs associées telles que la durée de vie ou le moment magnétique, etc. Mais ces méthodes présentent une difficulté de principe due à l'existence de divergences. Et cela implique par exemple l'existence de quantités, les quantités renormalisées, que l'on ne peut pas calculer, qu'il faut mesurer et qui sont introduites pour déduire d'autres grandeurs. Et pour de nombreux résultats que ces méthodes permettent d'obtenir, il n'y a pas de démonstration mathématique rigoureuse. Parfois, ça fait un peu recette de cuisine et on essaye différentes choses. Ah, il y en a une qui marche. Donc, ce n'est pas totalement satisfaisant. Ce qui fait que beaucoup de travail, énormément de travail a été fait pour élaborer une méthode dont le trait caractéristique est la rigueur des énoncés et des démonstrations mathématiques. Partir de la base et construire de manière rigoureuse la théorie. Cette méthode a à la base une collection d'axiomes de la théorie quantique des champs, ce qui fait qu'on l'appelle méthode axiomatique. Et elle n'utilise pas des notions telles que le lagrangien ou l'hamiltonien. La tâche principale de la méthode axiomatique consiste à construire une matrice de diffusion, une matrice S, qui satisfait à tous les axiomes de la théorie quantique des champs et affranchit des divergences. Il faut le dire, pour le moment, cet objectif n'a pas pu être atteint. Le problème n'est pas encore résolu. Et donc, on ne s'attardera pas à cet aspect ici. Notons que c'est un problème jugé très important, et il y a même un point qui est actuellement non démontré, extrêmement important, et pour lequel on a offert un prix. Ce sont les fameux prix du millénium, les grands problèmes mathématiques, mais qui peuvent avoir un lien avec la physique, pour lesquels on offre $1 million pour chacun des problèmes résolus, les 7 problèmes du millénium offerts par l'Institut Clay de mathématiques. Un seul de ces problèmes a été résolu, c'est la conjecture de Poincaré par le russe Grigory Perelman. Et un de ces problèmes non résolus est le problème de Young et Mills, qui est tout à fait rattaché à cette construction théorique rigoureuse. Mais nous n'aborderons pas ça ici. Alors, malgré cela, les axiomes de la théorie quantique des champs permettent de tirer plusieurs conséquences importantes et que nous utiliserons. À cet effet, on ne formule aucune hypothèse concrète sur la forme de l'interaction et les résultats ont un caractère très général. Donc nous allons examiner certaines de ces conséquences, mais pour commencer, voyons d'abord les axiomes sur lesquels s'est construit, les axiomes principaux de la théorie quantique des champs. Alors le premier axiome, c'est que la théorie est invariante par rapport aux transformations inhomogènes de Lorentz, c'est-à-dire les translations, les rotations et les boosts, donc en fonction de la vitesse relative. C'est l'invariance relativiste de la théorie. Deuxièmement, la théorie vérifie les postulats usuels de la théorie quantique, de la mécanique quantique. C'est-à-dire que l'état de tout système est décrit par un vecteur de l'espace de Hilbert. Plutôt, puisqu'il est normé, c'est plutôt un rayon de l'espace de Hilbert. Et les grandeurs physiques sont représentées par des opérateurs hermétiques. Troisièmement, il n'existe qu'un seul état du vide, c'est-à-dire que l'état du vide est unique et il est invariant
par transformation de Lorentz. Ce qui devient d'ailleurs un problème quand on essaye de passer au repère accéléré ou à la relativité générale, où la définition du vide pose problème. Mais ici, nous restons dans le cadre de la relativité restreinte, Minkowski, où cette action ne pose aucune difficulté. Quatrièmement, il n'existe que des états tels que leur quadrivecteur impulsion, P mu, soit de genre temps, c'est-à-dire que P mu carré est positif. Et alors que la composante temporelle soit positive, c'est-à-dire P0 positif. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de particules de masse négative, de particules remontant le temps. Donc dans la théorie quantique des champs. Ces conditions 3 et 4, vide unique et conditions sur le quadrivecteur, sont parfois appelées conditions spectrales de la théorie. Cinquièmement, il existe une collection d'états physiques qui forment un système complet, c'est-à-dire orthonormés, on peut les normer, on peut avoir en construire un ensemble orthonormé qui constitue une base de l'espace de Hilbert. C'est-à-dire que dans la théorie, il n'existe pas d'états non physiques. Il n'y a que des états physiques. Et sixièmement, la théorie est locale. C'est-à-dire que les opérateurs du champ qui sont séparés par un intervalle de genre espace commutent. Par exemple, pour les opérateurs du champ scalaire neutre, on a phi x, phi y est égal à 0 lorsque x moins y au carré est inférieur à 0. X et y étant des quadrivecteurs. Cette condition s'appelle aussi principe de causalité microscopique, causalité relativiste. Parce qu'en fait, elle exprime mathématiquement le fait que les points qui sont séparés par un intervalle de genre espace ne peuvent pas s'échanger de signal ou d'information influençant les résultats de quelque manière que ce soit. Ça revient à dire que les mesures faites sur ces opérateurs qui sont des grandeurs physiques, des opérateurs qui représentent des grandeurs physiques, ces mesures ne dépendent pas l'une de l'autre, elles sont indépendantes. En fait, puisqu'elles sont indépendantes, elles ne dépendent pas de l'ordre dans lequel elles sont faites. Et tant mieux, puisque sur un intervalle de genre espace, l'ordre temporel n'est pas bien défini, il dépend de l'observateur. Et donc, ça signifie que c'est indépendant de l'ordre, et donc que phi x, phi y doit être égal à phi y, phi x. Et c'est-à-dire la relation de commutation. Alors, dans la suite, nous utiliserons la représentation de Heisenberg, et pas la représentation interaction, dans cette construction axiomatique. Voilà pour ces axiomes. Alors, dans la prochaine vidéo, nous rentrerons dans le vif du sujet et nous parlerons de la représentation spectrale des fonctions de Green, puisqu'on a une série d'axiomes à caractère spectral. Nous verrons cela, et on appelle aussi représentation de Callen-Lehmann. Je vous remercie.